Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Gilles, responsable du marché des particuliers au CIC Sud-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire dédié à la présentation de la loi Malraux. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour vous qui souhaitez bénéficier d'une réduction d'impôt ou bien encore de vous constituer un patrimoine immobilier, vous connaissez peut-être la loi Malraux et nous aurons l'occasion de vous présenter tout ceci. Vous allez découvrir au travers de cette présentation donc la loi Malraux et ses opportunités. Et au cours de ces échanges, vous pourrez librement poser des questions à l'aide de l'onglet questions-réponses en bas de votre écran. Nous aurons plaisir à y répondre à l'issue de ce webinaire. Alors afin de vous apporter la meilleure expertise sur le sujet, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux conseillers en investissement immobilier qui auront le plaisir d'animer cette présentation avec moi. D'une part, Marjorie Arcari, qui intervient sur le secteur de Toulouse-Midi-Pyrénées. Bonjour Marjorie. Bonjour Cédric. Et d'autre part, à ma gauche, Olivier Gracia Meavilla, qui intervient sur le secteur d'Océan-Pyrénées, ainsi que sur toutes les agences du bassin d'Arcachon. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Donc nous sommes ensemble pour cette présentation et je vais laisser la parole à Olivier. Olivier, pouvez-vous s'il vous plaît nous présenter cette loi Malraux? Bien sûr, la loi Malraux est un dispositif d'accompagnement à l'investissement immobilier qui permet notamment aux propriétaires d'immeubles anciens d'acquérir des avantages fiscaux. Il contribue également à la restauration et à l'entretien d'une partie du patrimoine national. Cette loi, promulguée par le ministre de la Culture André Malraux en août 1962, avait pour but la protection du patrimoine historique et esthétique de la France en tendant à faciliter sa restauration immobilière. Cette loi est applicable, par exemple, pour le Triangle d'Or à Bordeaux, la rue Alsace-Lorraine à Toulouse ou bien encore en face de la cathédrale d'Albi. Alors d'accord, donc cette loi Malraux est un dispositif qui redynamise le patrimoine national et permet aux investisseurs de bénéficier de certains avantages fiscaux très intéressants. Mais Marjorie, pouvez-vous alors nous dire comment fonctionne cette loi justement ? Bien sûr, le principe de la loi Malraux est simple. Il consiste à investir dans un bien ancien situé sur un site patrimonial remarquable. Ensuite, il faut rénover le bien en profondeur, c'est-à-dire de la cave au grenier, en passant par la toiture, la charpente, la façade, les parties communes, par exemple le système de chauffage. Pour ce faire, les travaux doivent être supervisés par un architecte des bâtiments de France. C'est donc sur ces travaux que la loi Malraux rentre en jeu. Alors expliquez-nous tout ça, Olivier. En effet, selon le lieu du bien, 22 ou 30% du coût des travaux réduiront le montant de l'impôt sur le revenu. Le coût des travaux pris en compte est plafonné à 400 000 euros. Il faut savoir que vous pouvez donc finalement atteindre jusqu'à 120 000 euros de réduction que vous pourrez étaler sur 4 ans maximum, soit 30 000 euros par an. Il sera aussi possible de reporter sur 3 ans l'excédent de la réduction d'impôt non consommée. Mais alors Marjorie, quelles sont les conditions demandées aux investisseurs pour ça ? Différents engagements sont à respecter. Le bien doit être loué nu pendant au moins 9 ans. Il doit être désigné comme la résidence principale du locataire, doit être loué dans les 12 mois suivant l'acquisition. En revanche, contrairement à d'autres dispositifs fiscaux, il n'y a pas de plafond de loyer ni de ressources pour le locataire, ni la possibilité de louer à un membre de la famille. Enfin, il faut impérativement restaurer l'ensemble de l'immeuble. Merci Marjorie. Alors concrètement, Olivier, combien l'investisseur peut-il économiser ? Prenons l'exemple d'un couple qui paie 30 000 euros d'impôt par an et qui décide d'utiliser le dispositif de la loi Malraux. Dans un premier temps, il va acquérir un bien d'une valeur foncière, par exemple de 200 000 euros, dans le centre d'Albi. Les travaux nécessaires à la rénovation de l'appartement s'élèveront à 360 000 euros. La réduction d'impôt du couple s'élève donc à 108 000 euros, soit 30% des 360 000 euros, soit 27 000 euros par an, et ce pendant 4 ans. En conclusion, grâce à ce dispositif, le couple ne paiera plus que 3 000 euros d'impôt pendant 4 ans, tout en constituant un capital immobilier au cœur d'une ville. C'est entendu, merci Olivier pour cette clarification. Donc, si je résume, pour que le bien et que le dispositif soit fonctionnel, il faut donc acquérir un bien ancien, au cœur d'une ville où le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé. Et par la suite, le rénover entièrement. Alors Marjorie, comment ça marche? Qu'est-ce qui est éligible?
En ce qui concerne les personnes éligibles à la loi Malraux, ce sont les contribuables fiscalement domiciliés en France. La loi Malraux s'adresse particulièrement aux personnes qui subissent une fiscalité importante sur le revenu et le patrimoine, mais aussi aux personnes ayant comme projet d'acquérir un bien remarquable en vue de l'occuper ou de le louer. Très bien, merci Marjorie. Alors Olivier, quels sont les avantages qui distinguent la loi Malraux des autres dispositifs, favorisant donc l'investissement immobilier? La loi Malraux est un véritable outil de gestion patrimoniale. Elle permet ainsi aux contribuables de préparer leur retraite. La demande locative, souvent forte en cœur de ville historique, apporte une réelle liberté et une sécurité de location. De plus, la loi Malraux permet d'optimiser sa fiscalité grâce à la réduction d'impôts, tout en étant hors des plafonnements des niches fiscales de 10 000 € par an. Enfin, ce dispositif permet de sécuriser et de valoriser une épargne immobilière avec des biens remarquables et de caractère qui apportent à l'investisseur tous les avantages du neuf. Merci Olivier. Alors avant de conclure, Marjorie, avez-vous des conseils pour nos invités qui souhaitent justement avoir recours à ce dispositif? Oui, j'aurai quelques mots. Il est important de bien choisir le lieu où l'on va acquérir le bien. En effet, toutes les villes présentent des particularités. Par exemple, la valeur foncière du bien déterminera le pourcentage des travaux sur la valeur globale, ce qui impactera l'avantage fiscal de l'investisseur. Mais encore, certaines villes vont permettre, selon les secteurs, une réduction d'impôt à 30% et d'autres seulement 22% des travaux engagés. Mais bien entendu, votre conseiller CIC vous accompagnera dans ces réflexions et dans les choix de votre investissement. Alors merci beaucoup Marjorie et Olivier pour cette belle présentation. Nous avons fait le tour du dispositif Malraux, de tous ses avantages, mais aussi de ses points de vigilance ainsi que de ses objectifs. Nous ne l'avons pas évoqué directement aujourd'hui, mais nous vous préconisons fortement de réaliser un bilan patrimonial avec votre conseiller ou votre conseillère patrimoniale. Ça vous permettra d'étudier l'ensemble des pistes à travailler, dont celle justement que l'on vous a présentée aujourd'hui. Vous pouvez considérer que c'est aussi le point de départ très pertinent pour mettre en place la meilleure stratégie patrimoniale adaptée à votre situation. Encore une fois, merci pour votre attention. Nous vous proposons maintenant de vous retrouver dans quelques secondes pour répondre à l'ensemble des questions qui vous ont été posées. Elles ont été très nombreuses. Avant ça, j'en profite pour vous dire et demander de prendre quelques instants pour répondre au questionnaire et au sondage qui vous a été proposé. Et je vous dis à tout de suite. Bien, nous allons donc répondre aux questions que vous avez posées durant cette présentation. Alors, on va prendre une première question, une question de Sophie. Sophie qui nous dit « Combien de temps ai-je pour louer mon appartement après les travaux ?» Marjorie, vous pouvez nous répondre s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Dans le cadre de la loi Malraux, la location doit prendre effet dans les 12 mois qui suivent l'achèvement des travaux. Merci Marjorie. Alors, une autre question, une question de Jean-François. Jean-François qui nous demande quelle est la fiscalité sur les revenus locatifs. Olivier, vous pouvez répondre? Oui, bien sûr. Donc, la fiscalité sur les revenus locatifs dans la loi Malraux, elle est comme tout investissement immobilier que vous avez fait classiquement. Donc, vous allez devoir déclarer au titre des revenus fonciers les loyers que vous percevrez et vous serez soumis à une double imposition, on va dire. Le prélèvement à hauteur de la TMI? À hauteur. Alors Olivier, une autre question pour vous, tant que vous avez la parole. On a Thierry qui nous demande s'il est possible de cumuler un investissement Pinel et un investissement Malraux. Ouais, tout à fait. C'est une très bonne question et c'est un gros avantage de la loi Malraux. On vient d'expliquer dans la présentation que la loi Malraux est hors plafonnement des niches fiscales. Je rappelle que cette niche fiscale est plafonnée à 10 000 €. La loi Malraux sort de ce cadre-là et peut être tout à fait cumulée avec un investissement en Pinel que vous auriez fait. Vous avez pu très bien acheter un appartement en Pinel il y a 4-5 ans et cette année repartir sur du Malraux qui viendra en complément des fiscalisations.
Merci Olivier. Alors une autre question, une question de Pierre. Pierre qui nous demande qui peut bénéficier de la loi Malraux. Marjorie, tu veux nous dire? Oui. Alors, comme déjà évoqué, ce dispositif fiscal s'adresse à toutes les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, mais on peut l'étendre aux associés de sociétés, à condition que les sociétés ne soient pas imposées à l'impôt sur les sociétés, puisque le fruit de la location doit être déclaré dans le cadre des revenus fonciers. Ensuite, on peut aussi l'étendre aux acquisitions en indivision. À ce compte-là, l'indivisaire sera imposé, bénéficiera de la réduction d'impôt à hauteur de sa part d'indivision sur le bien. Par contre, ça ne peut absolument pas s'appliquer dans le cadre d'un investissement en démembrement. Merci Marjorie, merci beaucoup. Alors une autre question de Sylvie qui nous dit que faire de mon bien Malraux une fois que j'aurai passé le délai de 9 ans? Olivier, dites-nous. Alors, effectivement, Sylvie, on a bien obligation, de par la loi Malraux, de louer l'appartement pendant 9 ans, et ce, en tant que résidence principale du locataire et en location nue, c'est-à-dire en déclarant bien les revenus dans le cadre des revenus fonciers. Une fois passé ce délai de 9 ans, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. La première, c'est tout naturellement de récupérer le bien pour vous, pour un usage personnel, soit en résidence principale, soit en résidence secondaire. La deuxième chose qu'on voit très souvent, c'est maintenir le bien en location. Alors, toujours en location nue, et on conserve la situation que vous avez connue pendant les 9 premières années, où vous pouvez très bien aussi passer, si un locataire quitte l'appartement, en location meublée, ce qui permet d'optimiser l'avantage, la fiscalité sur le revenu que vous percevrez. Et enfin, vous pouvez vendre l'appartement. Alors attention, si vous vendez l'appartement au bout d'une durée de 9 ans, qui est relativement courte dans le cadre de la détention d'un bien immobilier, vous serez, je l'espère, assujetti à une fiscalité sur la plus-value. Et cette plus-value, la durée étant courte, risque d'être sévèrement fiscalisée. Sachant qu'il y aura 2 approches possibles de calcul de la plus-value, fonction du montage de la loi Malraux sur lequel vous aurez investi. 2 possibilités d'investir en loi Malraux, dans le cadre de la vire ou vente d'immeubles à rénover, ou dans le cadre d'une ASL, association syndicale libre. Si on est dans le cadre d'une vire, le calcul de la plus-value se fera sur un prix de revient de votre appartement qui sera calculé sur le prix, l'acquisition du foncier, mais aussi avec un cumul des travaux que vous aurez mis dans l'appartement. Si on est dans le cadre d'une ASL, le prix de revient de l'appartement ne sera fondé que sur le prix de revient. On exclura le prix de revient du foncier et on exclura le prix des travaux, donc un calcul de plus-value très différencié. Merci Olivier pour cette réponse précise. On a une autre question de Camille. Camille qui nous dit « Le bien immobilier est conservé le temps des travaux plus 9 ans, donc l'avantage fiscal ne dure donc pas la totalité de l'engagement de la location. » Marjorie, est-ce que vous pouvez nous éclairer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En réalité, on cumule ces 9 ans de location aux 3 ans ou voire 4 ans de travaux. La réduction d'impôt, dans tous les cas, ne se fait que sur les 3 ans ou sur les 4 ans de travaux, puisque à chaque fois calculé au prorata des travaux appelés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Donc, je vous confirme, Camille, que ces travaux, la durée des travaux se cumule bien à la durée de location et que la réduction d'impôt s'applique uniquement pendant la durée des travaux. Merci, voilà. Merci beaucoup Marjorie. Alors, tant que vous y êtes Marjorie, on a une question de René. René qui voudrait savoir quel est le fait générateur de cette réduction d'impôt, justement. Oui, alors le fait générateur, comme je disais, est constitué par le premier paiement des premiers travaux entre donc le propriétaire et le promoteur. Le promoteur réalise un premier appel de fonds dès la signature de l'acte, ce qui permet de bénéficier de façon immédiate de la réduction d'impôt dès l'année de la signature de l'acte. Le promoteur établit en amont un calendrier des travaux provisoire, hein, puisqu'il est en général établi sur 3 ans, et qu'en réalité, on peut le prolonger jusqu'à 4 ans, selon la réalité justement de l'avancement de ces travaux. Merci Marjorie.
Une autre question de Laurent, c'est en fait deux questions en une question. Laurent nous demande: qu'arrivera-t-il si mon appartement n'est pas loué ou si mon locataire ne peut plus payer les loyers? Olivier, vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, tout à fait, c'est vraiment deux questions bien distinctes. La première, je n'arrive pas à louer mon appartement. Là, ça serait embêtant parce que si l'appartement est vide, il peut y avoir une remise en cause de l'avantage fiscal de la loi Malraux. Pour autant, nous, ce que l'on sait, c'est qu'on est dans des sites remarquables, sites historiques pour la plupart du temps, centre-ville, très bien cotés, et une demande locative forte, d'autant plus que vous avez un appartement ancien, avec tout le charme de l'ancien et tous les avantages neufs à mettre sur le marché. Donc, classiquement, on n'a pas de souci sur la mise en location de l'appartement. Et c'est essentiel pour vous. La deuxième chose, c'est que se passe-t-il si au bout d'un moment, un locataire ne paie plus? Ça peut arriver dans l'immobilier. Vous avez mis en place un locataire. Pendant 2 ans, tout se passe bien. La troisième année, il commence à être en difficulté financière. Il ne vous paie plus. Pas de remise en cause de votre avantage fiscal puisque vous avez bien fait l'effort de mettre cet appartement en location comme c'était demandé par la réglementation de la loi Malraux. Pour autant, nous, on a des solutions d'accompagnement pour sécuriser votre investissement immobilier et des assurances de loyers impayés, de carences locatives qui viennent vous accompagner dans les périodes un peu difficiles de la location. Merci Olivier, merci. Alors une autre question de Mathieu, Mathieu qui nous demande s'il peut vendre son bien, est-ce qu'il peut vendre son bien à tout moment? Marjorie. Oui, bien entendu, puisque le propriétaire détient la pleine propriété du bien, ce qui lui permet de le revendre quand bon lui semble. Alors attention par contre à la remise en question de l'avantage fiscal, puisque dans le cadre de la loi Malraux, comme on vous a déjà précisé, le propriétaire a une obligation de location de 9 ans minimum. Voilà, donc ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'en cas de revente, même prématurée, l'emplacement plutôt idéal et la qualité du logement feront que la revente devrait se faire rapidement. Merci Marjorie. Alors on a une autre question qui vient juste d'arriver, une question de Jean-François, qui avait déjà posé une question, si ma mémoire est bonne, qui nous demande quelle est la rentabilité locative moyenne en Malraux. Olivier. Très bonne question, Jean-François. C'est un sujet qu'on n'aborde pas réellement, la rentabilité locative moyenne d'un appartement Malraux. Aujourd'hui, le prix de l'immobilier a flambé, vous le savez tous, pas toujours suivi par les loyers d'ailleurs. Et puis, l'actualité est en train de nous dire que potentiellement, on pourrait avoir parfois une petite réglementation de la hausse des loyers. Bon, ça, c'est une première chose. Sachez pour autant que, comme on le disait dans la présentation de la loi Malraux, on n'a pas de plafond ni de revenus pour le locataire et surtout, vous avez un loyer libre que vous n'avez pas de plafond de loyer dans la loi Malraux. Donc, vous pouvez quand même définir le loyer que vous estimez dans le marché pour cette typologie d'appartement. Pour autant, nous, on préfère présenter la logique d'un investissement en loi Malraux dans le cadre d'un investissement patrimonial et dans la durée. Et la rentabilité locative, c'est un autre problème. Merci Olivier. Donc, si on a compris, ouais, c'est la rentabilité locative, c'est pas la cible prioritaire sur un investissement en Malraux. Il y a d'autres approches. Tout à fait. Merci Olivier. Tiens, justement Olivier, une autre question de François. François qui veut savoir comment fonctionne le report de la réduction d'impôt. Ouais, on l'a évoqué tout à l'heure dans la présentation, mais François, l'idée c'est que effectivement, la réduction d'impôt se fait au fur et à mesure d'appels de fonds des travaux. Classiquement, ça se fait sur 3 ou 4 ans. Ces appels de fonds sont étalés sur 3 ou 4 ans. Donc, vous avez à ce moment-là une réduction d'impôt qui vous est octroyée. Pour autant, si sur une année, votre impôt serait potentiellement inférieur à la réduction d'impôt que vous avez eue, le différentiel qui a été non utilisé peut être reportable sur les 3 années suivantes. Merci Olivier. Une autre question qui vient d'arriver aussi, c'est Camille qui nous la pose. Camille, elle nous demande: est-ce que je peux habiter ce logement à titre personnel en résidence principale?
Marjorie. Oui, il est tout à fait possible d'occuper à titre de résidence principale le logement, bien évidemment. L'emplacement idéal en cœur de ville et la qualité du logement fait que ça donne envie de l'occuper. Par contre, dans ce contexte-là, toujours pareil, il y aura une remise en question de l'avantage fiscal, puisque non-respect de l'obligation de louer pendant minimum 9 ans. Voilà. Mais oui, c'est possible de l'occuper à titre de résidence principale. Merci Marjorie. Alors tiens, vous allez rester avec nous pour la réponse Marjorie, parce qu'on parle aussi d'avantages fiscaux et de réduction d'impôts, et c'est Axel qui nous pose la question. Elle nous demande si on peut lui expliquer ce qui détermine la réduction d'impôts à 22% ou à 30%. Oui, donc ce qui va déterminer le taux de réduction d'impôt, c'est l'emplacement du programme, c'est-à-dire la typologie du site patrimonial remarquable. Il en existe 3 catégories. La première catégorie, donc le PVAP, plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, permettra une réduction d'impôt à hauteur de 22% du montant des travaux, alors que sur les 2 autres typologies, le QAD, quartier ancien dégradé, et le PSMV, plan de sauvegarde et de mise en valeur, on pourra atteindre un taux de réduction à hauteur de 30% du montant des travaux. Et je crois savoir que tout ça, c'est fixé par les pouvoirs publics, par l'État, c'est oui, ça, tout à fait. C'est une réglementation de l'État qui est mise en place sur les différentes communes. D'accord, merci beaucoup Marjorie. Allez, on va prendre une dernière question. C'est une question de Fernando. Fernando qui nous demande comment se justifie le prix d'un bien en Malraux en comparaison du prix de l'ancien dans le même secteur. Olivier. Je vais bien répondre à ça. La question sur le Malraux, c'est vraiment la question qui nous est posée très classiquement lors de nos entretiens. Pourquoi l'investissement dans un appartement en loi Malraux est supérieur, la valorisation est supérieure à ce que je peux trouver dans un joli appartement rénové dans le même secteur de la ville? C'est l'essence même de la loi Malraux qui va faire cette différence de prix. C'est-à-dire que la loi Malraux oblige à un promoteur de prendre l'immeuble dans sa totalité et de le rénover dans sa totalité de fond en comble, comme on l'expliquait dans le préambule de notre présentation. Quand on dit de fond en comble, je crois que c'est toi Marjorie qui en parlait, c'est vraiment de la cave au grenier, on rénove tous les parties communes. D'ailleurs, sur les appels de fonds qui vous sont faits, et à minima 50% des appels de fonds de travaux qui sont consacrés à la rénovation des parties communes de l'appartement, enfin de l'immeuble. Donc vous vous retrouvez avec un immeuble neuf dans un immeuble neuf et un appartement neuf dans un immeuble neuf qui était ancien à l'origine. En revanche, quand vous achetez un appartement dans de l'ancien classique, même si cet appartement a été joliment rénové, il fait partie d'une copropriété. Cette copropriété, pour que les parties communes soient bien prises en compte dans une rénovation complète, les travaux qui seraient engagés dans ce cadre-là doivent passer par ce qu'on appelle une assemblée générale. Et donc, il faut que tous les copropriétaires, au moins la majorité des copropriétaires, donnent son accord pour engager des travaux. Et ça veut bien dire, donner son accord, c'est être en capacité aussi de financer ces travaux-là. Donc, classiquement, très, très régulièrement, on ne retrouve jamais un immeuble ancien dans une propriété classique avec des assemblées générales qui soient rénovées de fond en comble. C'est pas vrai. On va avoir petit à petit un coup à la toiture parce qu'il va falloir, mais jamais quelque chose de remis à neuf. Donc, c'est vraiment ça qui fait la valeur de votre patrimoine quand vous investissez dans la loi Malraux. Vous récupérez une rénovation complète de l'immeuble, tant dans sa structure que dans l'esthétique de l'immeuble. Et ça valorise votre patrimoine et ça le valorise pour des durées certaines. Merci Olivier. Donc, si on a compris, Fernando, il a un peu posé la question que tout le monde se posait sur le Malraux. Merci beaucoup Olivier. Alors, nous remarquons que ce sujet vous a fortement intéressé, d'une part par la qualité des questions qui ont été posées et puis aussi par le nombre de questions posées. Donc, c'est que dans un souci de respect des timings annoncés, on va donc clôturer ce webinaire. Alors maintenant, n'hésitez surtout pas à discuter avec votre conseiller de clientèle. Prenez rendez-vous avec lui et ça vous permettra de trouver ensemble la meilleure stratégie à mettre en place dans le but de répondre à vos objectifs patrimoniaux
en fonction de vous d'abord, en fonction de votre situation, et toujours dans une démarche raisonnée et efficace. Ça, c'est vraiment important. C'est la solution à vos besoins. Merci beaucoup, Marjorie. Merci. Merci, Olivier. Merci, merci à tous et à toutes, et au plaisir de se retrouver pour un prochain webinaire. Excellente journée à toutes et tous, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.